Ok. Donc j'ai l'immense chance aujourd'hui d'interviewer donc Florence Vasilescu, qui est donc présidente de Firm Funding. Moi, je suis Marie Boedec-Ménard, je suis directrice générale de Référence DAF, donc qui est une société de direction financière à temps partagé. Donc on délègue des directions financières entre 1 et 3 jours par semaine pour les PME qui ont besoin d'un directeur financier, mais pas nécessairement à temps plein. Alors, Florence, donc aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, c'est le financement haut de bilan. Et donc, tout l'enjeu, c'est que tu nous présentes, je vais t'interviewer pour qu'on comprenne un petit peu mieux quelle est la structure, qu'est-ce que c'est que le financement haut de bilan, quels sont les avantages du financement haut de bilan, comment on limite la dilution du capital via la dette privée et quels sont les critères clés de succès de ce type de financement. Alors d'abord, Florence, première question. Sur le financement de bilan, c'est quand même un terme qui a l'air assez barbare. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça comporte, et comment ça se décompose? Alors oui, avec plaisir. Bonjour Marie et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Sinon, je suis branchée sur le chat, donc n'hésitez pas à me le dire. Alors pour Marie, est-ce que tu peux remettre juste en plein écran parce que je pense que c'est plus facile pour voir. Donc le haut de bilan. Donc là, on va s'intéresser au passif, à la gestion du passif des sociétés et notamment au haut de bilan. Je veux bien que tu reviennes sur ces slides-là, c'est parfait. Donc l'idée, c'est que quand on parle des différentes typologies de financement accessibles aux sociétés, grosso modo, donc on a à la fois la dette bancaire, qui est un peu la dette de référence qui constitue, selon la taille des sociétés, mais en tout cas chez les PME, ça constitue la majorité du financement. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la dette bas de bilan. Et ensuite, on a la dette obligataire, donc qu'on appelle aussi dette privée. Alors je reviendrai plus tard sur la raison pour laquelle on appelle ça dette privée, qui se décompose en plusieurs formes, en fait. La dette obligataire senior, en fait, c'est un contrat obligataire qu'on appelle de la dette obligataire sèche, puisqu'elle n'a pas d'option de conversion. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat entre un investisseur, qui peut être n'importe qui, et la société, qui va émettre des titres de créance. Et ces titres de créance vont être souscrits par ceux ou ces investisseurs. Et ces titres de créance vont donner lieu à un taux d'intérêt qu'on appelle un coupon et une date de remboursement. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dette mezzanine, que vous voyez un peu plus à droite. Donc, la dette mezzanine, c'est vraiment comme quand on parle d'une mezzanine, c'est un produit hybride, c'est entre l'action et l'obligation. Donc, c'est bien un contrat obligataire, mais qui peut contenir et qui contient en général des options de conversion, donc en action. Et là, ça va être par exemple dans le cadre où la société n'est pas en mesure de rembourser sa dette, le créancier peut le transformer en action, ou bien ça peut être aussi le créancier qui peut avoir à sa main le choix de ne pas être remboursé en cash, mais d'être remboursé en titre de la société. Et la dette unitranche au milieu est une dette qui permet en fait d'avoir avec un seul prêteur à la fois une partie mezzanine et une partie obligataire sec. Donc ça permet d'avoir un seul intermédiaire en face pour deux typologies de dettes obligataires finalement. Et puis l'action, bon ça je vais y revenir un petit peu plus tard, mais en détail, mais donc c'est vraiment ce qu'on appelle les fonds propres. Mais je pense que vous savez tout ce que c'est, je vais y passer moins de temps. Donc c'est vraiment les titres de capital qui sont émis par les sociétés. Et Florence, l'actualité fait qu'il y a pas mal de financements qui ont été proposés sur les derniers mois en raison de la crise sanitaire. Qu'est-ce que ça change dans les différentes catégories de financement? Alors oui, c'est une bonne question. Donc là, le slide que vous voyez rappelle donc la structure bilancielle vue différemment, de haut en bas, et zoom sur les mesures Covid. Alors, au niveau du bas de bilan, qu'est-ce qui a été mis en place? Donc c'est la première chose qui a été mise en place. Vous en avez tous entendu parler. Ce sont les prêts garantis par l'État, les PGE. Donc les PGE ont été émis à l'origine. L'idée, c'était de les rembourser au bout d'un an. Bon, comme la crise a duré finalement plus que prévu, à l'issue du différé de remboursement de 12 mois, les entreprises auront la possibilité de soit les rembourser, soit de les amortir, soit peut-être même de les décaler encore, parce que finalement, on n'est pas complètement arrêté et ça continue d'évoluer.
Voilà, et donc sur ce bas de bilan, rapidement, donc PGE ou dette bancaire traditionnelle, évidemment, il n'y a que les établissements bancaires ou éventuellement les fonds LTIF ou les plateformes de financement participatif qui peuvent en faire. Et c'est essentiellement du financement de matériel, même si ça peut financer d'autres choses, avec un format de remboursement qui, en général, est un remboursement plutôt amorti. Et sur la partie haut de bilan, donc on le disait tout à l'heure, le haut de bilan se caractérise par une émission de titres, donc titres de capital ou titres de créance, nécessairement auprès d'investisseurs qui souscrivent donc à cette émission de titres. Alors, important, les titres de créance ne peuvent être émis que par des sociétés par action, donc SA, SAS, SCA, ou bien par des SARL, mais sous certaines conditions de taille. Et bien sûr, il faut faire attention à l'équilibre entre le haut et le bas de bilan. Et donc ça, la crise est un peu un révélateur de cette problématique-là. C'est que finalement, qu'est-ce qui va déterminer la quantité de dette bancaire ou de dette bas de bilan que vous allez pouvoir mettre sur une société? C'est évidemment la taille de son haut de bilan. L'idée, c'est que les banquiers vont quand même regarder comment est structuré le bilan de la société. Et bien souvent, les sociétés, et notamment les PME en France, ont un haut de bilan qui n'est pas assez structuré, pas assez équilibré par rapport au bas de bilan. On dit souvent que les PME françaises sont sous-capitalisées. C'est vrai, elles n'ont pas assez de capital pur, mais elles ont aussi ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, donc de la dette obligataire, souvent beaucoup trop faible par rapport à ce qu'elles pourraient, voire même ce qu'elles devraient avoir pour compenser justement ce bas de bilan. Alors, pour ce faire, Bercy et pour justement compenser ces PGE et toute cette dette bancaire accumulée, Bercy a émis l'idée, dans le contexte de la crise, de réactiver quelque chose qu'on n'avait plus tellement l'habitude de voir, qui sont des prêts participatifs. Alors, les prêts participatifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des titres super subordonnés. Donc, vous voyez, c'est au-dessus de la dette mezzanine, c'est entre la dette mezzanine et les actions. Donc, ce qui veut dire que si jamais la société fait faillite, ce seront les derniers prêteurs remboursés. Voilà. Donc, ça vient vraiment juste avant les actionnaires. Le prêt participatif, comment ça marche? C'est un contrat de prêt donc, qui va contenir un taux d'intérêt, je dirais, classique, mais qui peut également, en général, c'est comme ça qu'ils sont conçus, contenir aussi une partie du remboursement qui est assis sur la performance de la société. Donc, par exemple, ça peut être un pourcentage du résultat de la société. Là, dans le cadre des prêts participatifs annoncés par Bercy, on ne sait pas encore exactement comment ça va marcher. Bercy a annoncé qu'il y aurait à peu près 20 milliards d'euros qui sont censés être déployés d'ici fin 2022 par les réseaux bancaires. Ces prêts participatifs seraient fournis avant tout par les assureurs. C'est ça que Bercy a en tête. L'objectif, c'est de soutenir les PME. Alors pour l'instant, c'est ce qui a été annoncé, les PME ayant une capacité de rebond. Donc ils visent à peu près 10 000 PME qui pourraient en bénéficier. Maintenant, sous quelle modalité, ça reste à définir. Donc, les dernières rumeurs, le taux qui pourrait être proposé était autour de 6%, en sachant que c'est du prêt participatif in fine, donc effectivement, c'est assez compétitif. Mais on ne sait pas encore exactement quelle société ça va viser, donc pour l'instant, ça reste un peu flou. Et puis, il ne faut pas oublier également que l'accord de Bruxelles reste à obtenir, puisqu'il y a toute une problématique. Comme ces prêts participatifs, j'ai oublié de le dire, mais comme les PGE seraient garantis à 90% par l'État, ça pose une problématique au niveau de Bruxelles de la quantité d'aide apportée par l'État aux entreprises, donc ça pourrait être requalifié en subvention. Donc pour l'instant, ces prêts participatifs, c'est pas encore calé, on ne sait pas exactement encore comment ça va marcher et à quel horizon ça pourra être déployé. L'idée de Bercy, c'était de le déployer dès le premier trimestre 2021. Honnêtement, l'état actuel des discussions, on est d'accord, que ce soit possible. Voilà. Ouais. Ok, donc ça c'est pour les différentes structurations. Après, on voit bien que si on se penche sur les avantages des différents types de financement, on voit bien que le haut de bilan est complémentaire du bas de bilan, mais surtout, je crois on pensait pendant très longtemps que le financement haut de bilan était réservé aux grands groupes. En fait, ça a l'air quand même d'être accessible aux PME et de se développer énormément, non, Florence? Tout à fait, Marie, c'est exactement ça. Alors, il faut dire que c'est assez récent. Il y a 5 ans à peu près, c'était une catégorie qui était assez peu développée pour les PME, en tout cas assez peu accessible. Depuis 4-5 ans maintenant, notamment les fonds, donc à la fois de private equity et de dette privée, se sont de plus en plus développés sur le secteur small cap, donc pour aller financer des PME.
Donc, quand je dis des PME, bon, soyons quand même réalistes. Une PME qui fait moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui va avoir un besoin, par exemple, en dette privée de moins d'1 million d'euros, c'est pas évident. Parce que les acteurs professionnels qui s'intéressent à ces catégories ont quand même besoin d'avoir des tailles minimum. Mais je dirais qu'à partir d'1 million d'euros de financement, on commence à pouvoir faire de la dette privée. Sur le private equity, c'est un peu différent parce que, enfin, sur le private equity, sur l'action, hein, donc le renforcement des fonds propres purs, parce que là, vous avez des business angels, vous avez du friends and family, enfin voilà, vous avez plein de gens, je dirais, qui peuvent s'intéresser à prendre une part au capital d'une société à différents stades de développement. Pour la dette privée, c'est un peu plus compliqué tant qu'on n'est pas vraiment une PME avec un chiffre d'affaires. Alors nous, on dit en général 5 millions d'euros, ça peut être moins, ça dépend un peu des cas de figure, mais c'est quand même généralement, l'ordre de grandeur, je dirais, pour commencer à pouvoir faire du quasi-fonds propre. Alors, effectivement, on en parlera après sur les critères clés du financement. Exactement, voilà, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant, et là, ce que vous avez à l'écran, c'est une étude qu'on a fait réaliser par Via Voice en tout début d'année, auprès de 135 conseils de bilan de PME. On les a interrogés pour savoir justement quelle était la part des financements qui avaient progressé. Et vous voyez de manière intéressante que bon, le financement bancaire est déjà très installé, même probablement trop installé par rapport au reste du financement et donc ne progresse plus. En revanche, la dette privée et l'equity progressent pour plus de 60% des conseils interrogés. Donc effectivement, on est maintenant dans une dynamique où l'action, les actions, l'equity et la dette privée vont prendre de l'importance dans le financement des PME. D'accord. Et donc, en termes de... C'est pour quel type de projet finalement? Comment est-ce que ça se répartit entre les différents types de financement et quels sont les avantages, notamment de la dette privée? Alors, effectivement, les financements haut de bilan donc, ne viennent pas du tout financer la même chose que le financement bancaire. Et notamment, le haut de bilan va venir financer finalement tout ce que le bancaire ne finance pas. Donc, notamment tout ce qu'on appelle le BFR de croissance. Donc, typiquement, vous êtes une société en croissance, vous voulez embaucher du personnel. Vous voulez lancer un nouveau service, un nouveau produit, vous digitalisez, bref, vous avez des dépenses associées à ce développement. Ça, c'est typiquement quelque chose que le bancaire ne va pas savoir financer. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites, je vais embaucher 10 personnes pour développer une nouvelle activité, il va vous dire, bah, super, très bonne nouvelle, mais je ne peux pas faire grand-chose pour vous. En revanche, vous allez voir un fonds de dette privée pour lui dire, voilà, j'ai de la croissance à financer, j'ai des gens embauchés, etc. Ça, il n'y a pas de problème. C'est des choses qu'ils savent faire. Évidemment, pareil pour le capital. Donc, tout ce qui est BFR de croissance, tout ce qui est investissement immatériel, tout ce qui est opération au capital aussi, ça, c'est intéressant et on ne le sait pas assez. Mais typiquement, vous voulez faire sortir un actionnaire minoritaire, familial ou fonds, vous voulez faire monter des managers au capital, vous voulez vous-même vous reluer. Toutes ces opérations au capital sont très bien accompagnées par les fonds, donc d'equity évidemment, mais de dette privée surtout, ce qui permet de réduire la dilution ou de récupérer un peu de capital quand on est un entrepreneur, qu'on a développé sa boîte, qu'au passage on a dû donner du capital à droite, à gauche. Ça peut être une façon de récupérer son capital. Donc ça, c'est intéressant. Tout ce qui est financement de la croissance externe également. Donc le bancaire, vous allez me dire, peut intervenir dans le financement de la croissance externe. C'est vrai, vous allez voir votre banquier en lui disant j'ai 2 sociétés à acquérir, celle-là et celle-là, j'ai déjà des LOI signés et j'ai besoin de temps de financement. Le bancaire va pouvoir le faire. Mais premièrement, il ne va pas forcément le faire à 100%. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, vous avez besoin d'avoir des cibles identifiées et d'être à un stade d'avancement de l'opération relativement justement avancé. L'avantage du financement haut de bilan pour développer la croissance externe, c'est que, vous pouvez le faire assez en amont. Donc, vous pouvez très bien présenter un projet de croissance externe en disant, voilà, moi j'ai 5 sociétés que je voudrais acquérir. Voilà une liste de sociétés que j'ai identifiées. J'en ai certaines que j'ai approchées, d'autres pas encore. C'est pas grave, ça n'empêche pas de mettre en place un financement haut de bilan et notamment un financement obligataire pour financer cette croissance externe. Et ça vient également compléter du financement bancaire, quand vous avez du financement bancaire qui est déjà prêt pour financer la croissance externe, mais que ça ne va pas financer 100% de cette croissance externe. Le financement de bilan vient bien compléter le bancaire. Mais Florence, j'imagine quand même qu'il faut avoir un projet relativement solide parce que, qu'est-ce qui se passe si jamais la croissance externe ne se fait pas, par exemple?
Si la croissance externe ne se fait pas, une fois que l'argent, mettons que vous avez emprunté 3 millions d'euros en dette obligataire pour financer des projets de croissance externe, si vous ne les faites pas, après vous allez revenir vers vos prêteurs et discuter avec eux et leur dire finalement les croissances externes ne se sont pas faites, mais je propose d'affecter les fonds à, par exemple, de l'embauche de personnel, je vais faire de la croissance organique à la place. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Il faut voir que l'intérêt aussi de faire du financement haut de bilan, c'est que vous êtes avec des financeurs qui sont moins contraints dans l'affectation précise des fonds. Les banques ont énormément de contraintes réglementaires, notamment sur l'affectation des fonds qu'elles prêtent. Dans un fonds obligataire, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi. Vous avez dit que vous alliez financer de la croissance, vous n'allez pas pouvoir aller financer quelque chose de radicalement différent. Enfin, en tout cas, ça va dépendre un peu des sujets, mais vous avez quand même une certaine souplesse. Donc ça, c'est intéressant. Après, vous avez tout ce qui est financement d'actifs. Alors, financement d'actifs non finançables en bancaire, parce qu'il y a un certain nombre d'actifs qui se financent très bien en bancaire, mais il y en a d'autres qui se financent moins bien, notamment des actifs peu liquides, qui n'ont pas forcément de marché secondaire identifié, qui sont compliqués à évaluer. Vous avez des fonds qui sont spécialisés de ces sujets-là, donc ça, c'est intéressant à savoir. Et puis après, nous, on a vu aussi des sujets intéressants sur les sociétés qui avaient connu, par exemple, des LBO compliqués et qui n'avaient plus d'accès au financement bancaire pendant un certain temps. Eh bien, il faut absolument penser au financement haut de bilan dans ce cas-là, et notamment le financement en dette privée, parce que ce sont souvent des sociétés qui vont retrouver le chemin de la croissance un peu par elles-mêmes, puisque justement, elles n'avaient plus accès au financement bancaire. Et donc, c'est des sociétés qui peuvent plus facilement avoir accès à du financement haut de bilan. Oui, et en ce moment c'est aussi des sociétés qui n'ont pas accès au PGE, par exemple. Exactement. Et puis, dernière catégorie, grande catégorie, c'est tout ce qui est refinancement. Donc, typiquement, vous avez des sociétés qui avaient émis des obligations convertibles il y a quelques années, à l'époque où le marché était moins développé qu'aujourd'hui, donc à des taux supérieurs à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Vous pouvez très bien le refinancer par une autre dette obligataire moins chère. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Alors après, il y a quand même une définition de la dilution. Moi, si je suis dirigeant de PME, je n'ai pas forcément envie d'être diluée. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ah oui, je suis partie sur un autre slide. Alors, juste si tu peux revenir 2 minutes sur le slide d'avant, comme ça, juste pour terminer sur les avantages du financement haut de bilan. Donc, quand on est sur la dette privée, évidemment, c'est un financement non dilutif, même s'il est parfois assorti d'options dilutives, donc de BSA ou d'obligations convertibles. Et évidemment, quand on est dans l'equity, c'est forcément dilutif. C'est un financement moyen-long terme, donc c'est quand même intéressant par rapport à du bancaire qui peut être plus court terme, de mettre en place des lignes de financement un peu plus long terme. Ça diversifie les sources de financement et ça c'est très important parce que ça permet aussi d'avoir une discussion et un échange qui ne sera pas le même quand vous avez plusieurs typologies de financeurs auxquels vous pouvez faire appel, alors que si vous avez que le financement bancaire, vous êtes un peu plus coincé. Enfin voilà, la discussion est pas la même. Le gros intérêt aussi du financement haut de bilan, et en particulier de la dette privée, puisque la dette privée se rembourse, contrairement à l'equity où vous avez une option de sortie, mais vous n'avez pas de taux d'intérêt ni d'échéance précise pour rembourser, c'est que la dette obligataire, majoritairement, est conçue pour se rembourser ce qu'on appelle in fine. Donc, vous allez payer uniquement les intérêts pendant toute la période et vous allez rembourser votre dette obligataire à l'échéance. L'avantage premier de ce mode de remboursement, c'est évidemment que ça libère les cash flows. Donc, ça permet à la société, au lieu d'être dans du remboursement amorti, d'avoir des cash flows nécessaires pour financer son développement et d'avoir donc suffisamment progressé pour être en mesure d'assurer le remboursement à la fin de la période du prêt obligataire. Ouais. Il n'y a jamais de caution personnelle du dirigeant. Il peut y avoir des sûretés au niveau de la société, mais jamais au niveau du dirigeant. Et puis, dernier point, on en a déjà parlé, ça vient financer des opérations qui sont non financées par le prêt bancaire. Puisqu'évidemment, vu les taux du bancaire aujourd'hui, tout ce qui peut être financé en bancaire, il faut le financer en bancaire, on est bien d'accord. Mais quand vous avez des sujets qui ne peuvent pas être financés en bancaire, c'est important de penser à la dette privée. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est un équilibre de bilan aussi sur lequel il faut se pencher très régulièrement. C'est un équilibre surtout. Exactement. Et du coup, c'est vraiment pour ça que ça se développe et aussi parce qu'il y a des acteurs comme vous qui êtes rentrés sur le marché. Oui, alors sur la partie capital, puisque là c'est slide qu'on voit, les acteurs du private equity ne nous ont pas attendus pour descendre sur la PME parce que tout simplement les PME ce sont elles qui sont la source de croissance, la source d'emploi et la source de développement d'un certain nombre de régions.
Et on voit bien que les fonds alors ce qu'on appelle de private equity, hein, donc qui vont investir au capital de PME, font souvent de belles opérations et aident vraiment les sociétés à se développer, puisqu'on voit que la croissance du chiffre d'affaires des sociétés qui ont été accompagnées par des fonds de private equity a été supérieure sur la période qui est visée par, donc c'est entre 2017 et 2018. C'est un exemple intéressant donc, qui est fourni par France Invest, qui est l'entité qui rassemble les sociétés de gestion françaises qui investissent dans le non-coté. Hein, donc on est vraiment sur cette partie qui nous intéresse, on n'est pas dans les sociétés du CAC 40. Eh bien, on voit qu'une PME accompagnée par un fonds a en moyenne fait plus de chiffre d'affaires, une meilleure croissance du chiffre d'affaires qu'une société qui n'a pas été accompagnée. Et il y a quand même beaucoup de sociétés hein, qui font appel au capital investissement français, puisqu'on le voit sur la partie droite, il y en a 7800 qui ont été accompagnés rien qu'en 2018. Et là-dessus, il y a plus de 3/4 qui sont des startups et des PME. Et alors, j'ai pas la répartition entre startups et PME, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même plus de PME que de startups. Et a priori, il n'y a pas eu de changement sur les derniers mois, ça continue. Non, le capital investissement s'est complètement maintenu pendant la crise. Et la dette privée également. Parce que je peux vous dire, nous, moi, je gère une plateforme où on voit passer des sujets de haut de bilan, donc dette privée et mix dette privée capital. Et on a beaucoup de sujets qui ont été mis en ligne et beaucoup qui ont été financés surtout. Donc ça prouve que le marché maintenant est vraiment un marché qui fonctionne. Et on aurait pu craindre qu'il se referme à l'occasion de cette crise, et en fait pas du tout. Donc ça c'est intéressant. Bon, et du coup, la vraie question quand même pour un dirigeant, c'est quid de ma dilution dans ce type d'opération? Oui, alors c'est un graphe qui peut paraître un peu compliqué comme ça. L'idée, c'est de dire, si j'ai un projet et que je le finance 100% en equity, donc en faisant appel à la dilution, ou que je le finance en partie en dette privée, quelle va être la différence? L'idée, c'est qu'effectivement, quand vous financez, alors c'est un graphe compliqué, mais pour dire une chose très simple, hein, c'est que évidemment, quand on partage l'equity au démarrage, forcément 50%, si on est à 50%, le dirigeant va mettre par exemple 50% et va faire appel à 50% à des fonds externes dans le capital, forcément il va partager son gâteau en deux à la fin, et donc 50% de la plus-value va aller aux personnes qui l'ont accompagné en capital. Alors que si ce financement-là, il le fait en dette privée, bien seule la partie due à la dette privée va être son remboursement. Donc, mettons que ce soit un taux de 7% par an, vous allez rembourser 7% par an et c'est tout. Et si le projet vous a permis de vous développer et d'avoir une valeur supérieure à 7% par an, forcément le solde entier est pour le dirigeant. Donc c'est vrai que c'est intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que les sociétés font de plus en plus appel à la dette privée, c'est que ça permet de financer la même chose que ce que vous auriez pu faire en fonds propres, mais sans la dilution et donc avec un gain de TRI évident. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut faire que de la dette privée. Hein. Si on a un capital quasi inexistant, au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Hein. Donc, encore une fois, il y a l'équilibre entre le bas de bilan et le haut de bilan, mais dans le haut de bilan, il y a aussi un équilibre à trouver entre le capital pur de la société, qui est quand même le socle et qui permet aussi de donner confiance aux investisseurs en dette privée, et puis la dette privée qui vient permettre quelque part de démultiplier ce qui pourrait être fait uniquement en capital. Exactement. Bon, et donc là, on voit, si on focalise uniquement sur la dette privée, clairement, c'est en pleine expansion. Voilà, je vais passer vite sur ce graphe parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais l'idée, c'est de dire que on voit qu'en Europe, par exemple, en 2019, 37% des opérations en dette privée étaient réalisées en France. Donc, en fait, la France est effectivement pas en retard, en tout cas, sur le marché de la dette privée. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est en avance ou pas, mais en tout cas, on n'est pas en retard et c'est un sujet qui continue à se développer. Ce qui est intéressant sur la partie droite, c'est que vous voyez les typologies qui peuvent être adressées par de la dette privée et vous voyez bien que vous avez à la fois ce qu'on appelle le capital transmission, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la recomposition actionnariale, mais également les sujets de refinancement, de croissance interne et de croissance externe. Et en fait, finalement, on parle énormément dans les journaux ou dans tous les médias de tout ce qui est capital investissement, private equity, etc. Mais c'est vrai que du coup, les opérations de dette privée, elles sont très peu communiquées. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a l'impression que ça ne se développe pas, alors qu'en fait, ça se développe. C'est vrai, c'est tout à fait exact. Il y a assez peu de sociétés en fait qui communiquent sur leurs opérations en dette privée parce que c'est moins, on peut
penser que c'est moins intéressant ou moins médiatique que des opérations en capital. Donc effectivement, ça peut donner l'impression que ça n'existe pas, alors qu'effectivement, c'est en plein développement. Après, c'est un des avantages, cela dit, la dette privée, c'est que vous avez une relative confidentialité des opérations. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas communiquer. Alors, cela dit, vous faites une levée de fonds privée, vous n'êtes pas obligé de communiquer non plus, mais c'est vrai que c'est un des avantages, c'est que ça vous permet aussi de continuer votre développement. Et puis, quand vous avez des concurrents, ils ne sont pas obligés de savoir ce que vous avez fait comme opération. Exactement. Mais ça reste assez confidentiel, en fait, en termes de communication. En termes de communication, oui, tout à fait. Alors, du coup, la question, c'est finalement comment est-ce que ça se passe pour faire une opération en dette privée. Alors là, on a un graphe qui est plus sur la répartition du financement. Peut-être que tu veux juste expliquer comment ça se répartit, puis après on passera aux questions sur comment ça se passe concrètement. Oui, très, très rapidement, en fait, c'est un graphe issu de la Banque de France que j'aime bien parce que c'est la Banque de France qui le dit, donc je préfère toujours quand c'est la Banque de France plutôt que quand c'est moi. La Banque de France vous montre en fait que les grandes entreprises, vous voyez en rouge, c'est le recours à la dette obligataire. Le bleu, c'est le crédit bancaire. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça vous montre entre 2005 et 2017 l'évolution de la part de la dette obligataire dans les sociétés par taille de société. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça vous montre que les grands groupes, eux, ça fait bien longtemps qu'ils se financent majoritairement en dette obligataire. Les ETI, elles, sont passées grosso modo de 15 à 30% de financement obligataire par rapport aux bancaires. Et les PME, donc ça c'est le graphe en bas à droite, vous voyez timidement commencent effectivement à faire appel à la dette obligataire de plus en plus. Mais c'est intéressant de voir ce graphe parce qu'on se dit que si la PME grossit et se rapproche donc forcément un peu du mode de financement de l'ETI, ou alors, forcément, ça veut dire qu'elle va prendre plus de dettes obligataires, ou alors on peut l'analyser différemment et se dire les PME qui deviennent des ETI sont celles qui ont fait appel à toute la palette des outils de financement à leur disposition, dont la dette obligataire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce graphe. Et donc, du coup, la vraie question, c'est comment est-ce que ça fonctionne et comment Firm Funding facilite finalement ce type de financement en dette privée? Alors, nous effectivement, on intervient à un endroit assez spécifique de la dette privée, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, un des constats en fait de départ, c'était que pour que le marché puisse grossir, il faut lui permettre de s'organiser et puis également d'être plus fluide. Or, quand on est sur des PME qui sont souvent en région, avec des financeurs qui ne sont pas forcément dans la même région, c'est pas forcément évident de les connaître. Et donc, l'idée de la plateforme, c'est de permettre à des conseils haut de bilan, parce qu'on est vraiment sur une plateforme purement intermédiaire, de mettre des dossiers en ligne et de les rendre disponibles auprès d'une communauté d'investisseurs qui sont uniquement des professionnels, qui sont des sociétés de gestion, des family office, des gérants privés, qui peuvent intervenir en dette privée, en dette mezzanine et en mix equity obligataire. Donc vraiment sur du haut de bilan. Donc voilà pour notre fonctionnement. Après, comment on fait pour mettre en place une dette haut de bilan, que ce soit obligataire ou mix equity obligataire, ou voire que equity? Il faut préparer un dossier, donc ce qu'on appelle un info mémo, où on explique la société, son marché, l'historique, le projet de financement que la société a, de combien elle a besoin, comment est-ce qu'elle l'envisage, c'est-à-dire en dette privée ou bien en equity ou bien en mix des deux, et puis l'impact que ça va avoir sur son développement, et puis évidemment un commentaire du développement de la société et de comment l'argent va être investi et quels vont être les résultats obtenus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'info mémo. Après, il faut fournir un business plan en format Excel, en fait, tout simplement pour montrer aux investisseurs la croissance prévisionnelle de la société, le cash flow qui va en résulter, et donc s'il y a une composante obligataire et donc remboursable, bien prouver aux investisseurs que la société est capable de prendre en compte et de gérer les flux de remboursement, que ce soit les taux ou bien le remboursement à l'échéance. Donc, en fait, si vous voulez, à partir de ces deux éléments-là, les investisseurs, eux, ils regardent ces éléments-là, puis ils disent, tiens, ça correspond à ce que je peux faire ou pas, et en fonction de ça, ils vont plus loin, donc ils appellent l'intermédiaire pour échanger, ou bien ils considèrent que c'est pas pour eux, et ils referment le dossier. Les sociétés de gestion, donc les fonds qui vont intervenir en haut de bilan, sont soit des fonds généralistes, donc tout secteur, toute région, mais qui ont quand même en général des stratégies d'investissement. Donc ils vont dire, non, on va
plutôt financer du financement de développement, et puis à la marge, on va financer des réorganisations actionnariales, ou bien au contraire, on va plutôt être sur de la transmission, donc sur de la réorganisation actionnariale et moins sur du développement. Et puis, on va mettre des tickets plutôt, je dis n'importe quoi, entre 1 et 5 millions d'euros, ou plutôt au contraire entre 5 et 10 millions d'euros. Donc, chacun a son positionnement. Après, vous avez des fonds plus spécialistes. Donc, vous avez par exemple des fonds régionaux qui interviennent, exemple, qu'en Hauts-de-France, ou bien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, vous avez des fonds sectoriels, donc qui, eux, vont faire que de l'agro, que de l'industrie, que de l'énergie verte. Voilà. Donc, en fonction, vous allez avoir plus ou moins de marques d'intérêt de ces gens-là, si la société correspond ou pas. Et puis après, ils vont s'intéresser aussi au stade de développement des sociétés, qui vont vous dire, moi, je vais que sur les sociétés qui font, par exemple, plus d'1 million d'euros d'EBITDA. Ou bien, moi, je vais en dessous à partir de sociétés qui font, alors en général, c'est 3 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est rarement en dessous. Et ils vont être moins durs sur le niveau d'EBITDA. Et puis après, plus on monte dans les tailles, plus on va être sur des fonds qui sont des fonds qui vont déployer des tickets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais là, on quitte le monde de la PME, on est plutôt dans le ETI, des boîtes qui font plus de 5 millions d'euros d'EBITDA, et donc évidemment plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et du coup, on est sur un taux de, enfin, quel est le taux de succès et d'échec des dossiers? Est-ce qu'il y a une règle ou c'est complètement aléatoire? Alors, bon, sur le marché en tant que tel, je ne peux pas vous répondre parce que, comme tu le disais tout à l'heure très justement, il n'y a pas de communication. Donc, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis sur combien de sociétés ont essayé de se financer, combien ont réussi ou pas. Nous, sur notre plateforme, on a un taux de succès assez important parce qu'on est à 80% de taux de transformation, et 100% des dossiers qui sont mis en ligne engendrent des contacts avec les investisseurs. Mais on triche un peu à l'entrée, si tu veux, parce qu'on fait attention aux dossiers qu'on met en ligne. Enfin, l'idée, c'est de faire perdre de temps à personne. Donc, quand on pense qu'un dossier n'est pas éligible, pas forcément à du renforcement de fonds propres en général, mais par rapport à la catégorie d'investisseurs qu'on a, nous, sur notre plateforme, typiquement, nous, on n'est pas une plateforme de financement de start-up. Donc, on a parfois des intermédiaires qui nous appellent et qui ont des sociétés qui sont plutôt start-up ou TPE. On ne va pas du tout les inciter à venir chez nous parce qu'on sait qu'ils ne trouveront pas de solution chez nous. Donc voilà, donc on est dans un ratio assez presque stalinien, je dirais, mais parce qu'on a ce filtre, entre guillemets, à l'entrée qui permet d'aiguiller les dossiers qui peuvent effectivement correspondre. Mais voilà, il n'y a pas de chiffre de marché. Donc, alors après, c'est assez facile, quand on voit passer beaucoup de dossiers, de voir les sociétés qui ont une chance ou pas. Bon, d'abord, il y a le projet, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Après, il y a la taille de la société. Il y a son niveau d'endettement aussi, c'est-à-dire une société qui est déjà très, très endettée et qui veut encore s'endetter, par exemple, mais qui ne veut pas ouvrir son capital. Ça va un peu allumer un warning. On va se dire, non, en fait, là, maintenant, il faut probablement ouvrir le capital, même si le dirigeant n'a pas envie. Mais si on est dans une situation de surendettement, il faut en tout cas au moins essayer. Je ne dis pas que c'est facile, mais on ne va pas rajouter une couche de dette privée par-dessus. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que nous, on essaye d'aiguiller l'intermédiaire au mieux quand il a un sujet sur lequel il s'interroge. Et vous avez eu des bons résultats, en tous les cas, sur le premier semestre. Depuis 3 ans, on a une soixantaine de dossiers qui sont passés par la plateforme, donc ça fait à peu près un peu plus de 320 millions d'euros de financement. Moi, ce qui m'a semblé intéressant de mettre en avant là pour les intermédiaires ou les sociétés qui nous écoutent, c'est que le premier semestre 2020 est resté assez actif, parce que nous, on a eu plus de 80 millions d'euros de financement qui ont été mis en ligne, avec, vous le voyez sur la partie droite, 50% des dossiers qui étaient des produits ouverts, des dossiers ouverts à l'equity, donc à l'ouverture des fonds propres purs. Donc en général, on mixe equity obligataire, ce qui permet d'être dans une dimension pas dilutive à 100%, mais avec un peu d'obligataire quand même. Et puis ensuite, l'autre moitié qui était vraiment de l'obligataire, donc soit mezzanine, avec donc potentiellement des options de dilution à la fin, soit de l'obligataire sec. Et on était sur un montant moyen des financements de 6 millions d'euros, donc nous, on prend des financements entre 1 et 20 millions d'euros, parce que c'est vraiment notre cœur de marché. Et vous voyez, on est sur des financements de taille moyenne 6 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de l'organisation de ce marché, c'est que, effectivement, mettre un dossier en ligne sur notre plateforme, ça permet de gagner du temps dans le nombre de vues, puisqu'on a en moyenne, le dossier en 24 heures, il est vu en moyenne 31 fois.
effectivement, ça permet de gagner du temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre le mois de janvier et le mois de juin, on a eu 25% d'inscriptions d'investisseurs. On est passé de 200 à 250 pour être précise. Parce que dans un contexte où on se rencontre moins facilement, on se déplace moins, etc., ça peut être intéressant effectivement d'avoir accès pour les investisseurs à des dossiers qui sont par exemple pas dans leur région. Oui, tout à fait. Et qu'en plus, vous avez quand même trié, donc il y a une garantie de qualité sur les dossiers qui sont présentés. Oui, alors la première garantie de qualité, c'est parce que effectivement, nous, ce que je disais tout à l'heure, on est une plateforme intermédiaire. Donc il y a déjà un intermédiaire financier, un conseil de bilan qui lui a réfléchi sur la structuration et a lui-même accepté de prendre le dossier. Donc ça facilite, je dirais, les choses. Et effectivement, les investisseurs du coup n'ont pas de mauvaise surprise. Ils ne trouvent pas de dossier complètement à côté de la plaque, si je puis dire. Alors que effectivement une PME c'est pas forcément son métier, donc ça c'est important parce que nous on le voit bien, on a été contacté parfois par des PME qui voulaient monter leur dossier toute seule, etc. Mais c'est vraiment un métier et la PME fait très bien son métier, mais son métier c'est pas forcément de faire des dossiers de financement. Et donc c'est très important de faire appel à un conseil de bilan dont c'est le métier, qui pourra parler de la société différemment, mais en des termes qui peuvent être plus adaptés pour les investisseurs qu'il a en face. Et puis avec moins d'émotions aussi, hein, forcément. Et donc c'est plus facile pour un conseiller de bilan de traiter avec des investisseurs que pour l'entrepreneur lui-même. Et puis encore une fois, c'est pas son métier, donc il peut dévaloriser sa société sans faire exprès. Enfin voilà, c'est très important d'être accompagné dans cette démarche. Oui, exactement. Du coup, là, je suis passée vite sur les slides, sur les dossiers que vous avez traités. Oui. Mais je voulais revenir sur les clés de ce type de financement. Donc, effectivement, je pense que la préparation est extrêmement importante. Définir les objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ce type de financement? Pour quel projet? Pour quel montant? Tu l'as évoqué. Et ensuite, la préparation du dossier, tu viens de le dire, mais évidemment, il faut que ce soit très solide. Et se faire accompagner si besoin. Un directeur financier peut accompagner également pour préparer les bons documents, j'imagine, Florence, pour être sûr qu'il y a les bonnes informations financières, qu'elles sont fiables, pour rassurer et convaincre les investisseurs. Ça, c'est très, très important. C'est capital parce que toute l'information financière, les investisseurs vont quand même se reposer dessus. Donc, quand on a une information de qualité à proposer, c'est vraiment un facteur de réassurance important pour les investisseurs. Et alors après, dans la durée, une fois qu'on a fait le dossier, évidemment, il y a quand même des engagements. Quelles sont les contraintes? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour bien réussir ce type de financement dans la durée? Alors, ça va dépendre un peu des typologies d'investisseurs et de la façon dont ils veulent aussi être informés de la suite des opérations. En général, vous avez quand même des rendez-vous, alors qui peuvent être trimestriels avec les investisseurs, pendant lesquels vous allez présenter les chiffres du trimestre. Alors, ça peut être tous les semestres, hein, ça dépend un peu, mais l'idée effectivement, c'est de leur apporter un peu de confort sur le développement de la société. Et là, effectivement, c'est important d'être capable de leur proposer des reportings, alors qui ne sont pas forcément très lourds, hein, mais qu'il faut quand même préparer. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça permet de faire un point sur l'avancée. Alors, il ne faut pas voir ces financeurs comme de purs financiers. C'est quand même que ce soit du fonds de dette privée ou equity, il y a vraiment une dimension d'accompagnement de la société, d'aide dans le développement. Ça, c'est vraiment très important. Donc, il ne faut pas voir ces moments uniquement comme des moments de rendu quelque part, hein. C'est pas, on passe pas un examen. Mais c'est important parce que c'est vraiment le cas. Ces investisseurs sont vraiment là pour aider la société. Donc, on voit souvent des investisseurs qui mettent en contact avec d'autres sociétés, qui peuvent aider à progresser sur un certain nombre d'éléments, sur la gestion, sur les ressources humaines, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et donc, ces moments sont certes des moments où on se dit, bon, ça va bien, ou ça va moins bien, ou on fait ce qui était prévu, ou on fait pas ce qui était prévu, mais c'est aussi des moments d'échange et qui permettent aussi à la société de rebondir ou en tout cas, d'avoir un moment de partage aussi avec des gens qui apportent un regard extérieur
qui est intéressant puisque bon, on parle quand même souvent de la solitude du dirigeant qui est une vraie problématique, et donc les investisseurs extérieurs haut de bilan peuvent être un réel appui pour justement sortir de cette solitude et apporter des réponses, puisque eux ont aussi l'habitude de voir ce type de société, donc ils ont des réponses qui sont parfois intéressantes et la clé du succès du développement de certaines boîtes. Oui, exactement. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi ce que cherchent des dirigeants dans le financement de bilan, c'est ce regard externe, cet accompagnement, ce questionnement, avec bienveillance évidemment, mais pour les guider aussi, parce qu'ils ont une expérience assez large. Il y a beaucoup de bienveillance. Enfin, moi, dans les remontées qu'on a des différentes PME qui ont mis en place des solutions de bilan, on voit qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance. C'est pas des fonds autour. On n'est pas dans du fonds qui cherche à faire de la rentabilité à tout prix. Il y a vraiment, de toutes les façons, les gens qui s'intéressent à la PME sont des financeurs qui sont vraiment dans l'humain. Donc, ils ont un vrai intérêt à faire progresser la société et ils s'intéressent vraiment aux sociétés dans lesquelles ils investissent. Super. Alors, merci Florence pour cette présentation. On va passer aux questions. J'espère que tous nos interlocuteurs ont encore un tout petit peu de temps. Si vous pouvez rester encore avec nous 5-10 minutes, je pense qu'on a quelques questions importantes auxquelles on pourrait répondre. Alors, une première question pour toi, Florence. Quel est le mode de rémunération de Firm Funding ? Pardon, j'ai coupé mon micro. Le mode de rémunération est assez simple. Les investisseurs de la plateforme payent un abonnement à la plateforme, donc un abonnement annuel pour pouvoir accéder à tous les dossiers. Et les conseillers de bilan qui mettent des dossiers en ligne payent un fee forfaitaire de mise en ligne, qui est le même quelle que soit la taille du dossier, donc c'est 9 500 € pour l'ensemble de notre prestation, donc l'accompagnement à la mise en ligne, l'accès à la base et le suivi pendant les 2 mois de mise en ligne. Et il n'y a pas de frais de succès, donc il n'y a pas d'autres frais que ces frais de mise en ligne. D'accord. Alors, on a une deuxième question qui est sur la gestion des covenants dans ce type de financement. Alors, donc première réponse, il n'y a pas toujours de covenant. Il y a beaucoup de dossiers qui sont mis en place sans covenant. Après, quand il y a des covenants qui sont mis en place, en général, c'est vraiment des grandes lignes. Enfin, c'est des covenants relativement simples, je dirais. Et la gestion se fait en général, alors de manière trimestrielle ou semestrielle, par l'échange qui est fait à ce moment-là avec les investisseurs. Et c'est plus des indicateurs de suivi, parce que nous, on voit les quelques contrats que j'ai vus, moi, obligataires avec des covenants sur ces tailles-là, parce qu'on n'est pas sur des grosses opérations. Dans les grosses opérations, il y a toujours évidemment des tas de covenants dans tous les sens, parce que c'est des structures plus complexes. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est plus des guidelines, en fait, et que quand un covenant doit être dépassé pour une raison ou pour une autre, ça peut bien sûr être fait. Donc, c'est une gestion plutôt simple et encore une fois, il n'y a pas toujours des covenants. D'accord. Alors moi, j'avais une question sur la durée de ce type de dossier. Combien de temps ça prend concrètement entre le moment où on commence à y réfléchir, la préparation, et puis ensuite la réalisation de l'opération ? Alors, c'est une bonne question. Ça peut aller très vite comme ça peut prendre du temps. Tout dépend du degré de maturité de la réflexion et du besoin. Bon, préparer le dossier, ça peut prendre du temps parce qu'il faut réfléchir effectivement à son projet et à la mise en avant de la société pour intéresser au mieux les investisseurs. Après, nous, on est contacté généralement après cette phase-là. Donc, en fonction du degré de préparation de l'info mémo et du business plan, nous, ça nous est arrivé qu'on nous apporte un dossier le mercredi, puis qu'on le mette en ligne le jeudi matin. Ça peut aller très vite, comme ça peut nécessiter des allers-retours. Sinon, on a des questions complémentaires ou si on pense qu'il faut renforcer le dossier sur tel ou tel point. Et ensuite, on a bouclé des financements en moins de 3 semaines. C'est arrivé. Alors, je communique pas trop dessus parce que c'est quand même plutôt l'exception. Mais il nous est arrivé de boucler des financements très rapidement parce qu'il y avait un investisseur qui disait c'est exactement ce que je cherche. J'appelle l'intermédiaire et puis en 3 semaines c'est fait. Mais en moyenne, je dirais qu'il faut quand même prévoir 3-4 mois entre le moment où vous mettez votre dossier en ligne et le moment où vous avez vos fonds. Donc, c'est 2 mois, la durée de mise en ligne, le temps d'avoir des contacts qui remontent, de commencer à échanger avec les investisseurs.
contacts qui vont donc se poursuivre quand le dossier ne sera plus en ligne, mais tout simplement les investisseurs, ils ont besoin d'échanger avec la société, ils ont besoin de rencontrer le dirigeant, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle des due diligence, donc pour vérifier quand même un certain nombre d'éléments, puis ensuite ils vont émettre un contrat sur lequel vous allez discuter, donc voilà, tout ça, ça prend quand même un peu de temps. Donc en moyenne, je dirais, entre le moment où vraiment votre dossier est prêt, vous l'externalisez auprès d'investisseurs et le moment où vous avez vos fonds, il faut compter plutôt 3-4 mois. C'est plutôt ça la norme. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est quand même assez rare. En général, en 3-4 mois, c'est bouclé. D'accord. Ok. Et comment est-ce que alors j'ai d'autres questions. Oui, si la levée ne va pas au bout, les 9 500 € sont dus. Si oui, quelle obligation de résultat pour Plum Funding? Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, Marie. Si la levée ne va pas jusqu'au bout, les 9 500 € sont-ils dus? Si oui, quelle obligation de résultat pour Firm Funding? Nous, notre obligation de résultat, quelque part, c'est qu'il y ait des investisseurs qui prennent contact. C'est-à-dire que 100% des dossiers qui sont mis en ligne donnent lieu à des échanges avec des investisseurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne s'est pas trompé dans l'évaluation du dossier et de sa bonne adéquation avec la base d'investisseurs qu'on a. Un dossier qui ne se transforme pas, quelque part, c'est un peu la vie des affaires. C'est-à-dire, nous, on a des dossiers qui ne se sont pas transformés parce que il y a eu des investisseurs qui sont entrés en contact avec le conseil et la société, et puis finalement, le financement ne s'est pas fait parce que la société a changé d'avis, le projet qu'elle avait, finalement, elle l'a financé différemment, ou bien elle l'a décalé dans le temps. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là, nous, on n'a pas fait notre travail? Non, en fait, on l'a fait. Un dossier, en revanche, qui serait mis en ligne et qui ne susciterait aucun échange, là, on pourrait discuter de est-ce qu'on a fait notre travail ou pas. Mais bon, jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Donc non, évidemment, on ne rembourse pas. D'abord parce qu'on ne facture pas suffisamment cher pour rembourser si le financement ne se fait pas. Et puis d'autre part, parce que le financement peut ne pas se faire pour plein d'autres raisons que le fait de ne pas avoir échangé avec des investisseurs. Mais ça, voilà, encore une fois, nous, quand on a un dossier, il y a systématiquement des échanges. Mais voilà, encore une fois, je serais prête à discuter d'un remboursement éventuel si je mettais un dossier en ligne et qu'il n'y avait aucune prise de contact qui était effectuée. Oui. Alors, on a une autre question. Un investisseur en equity est souvent choisi pour sa capacité à accompagner le développement de la société, notamment au travers de son réseau d'affaires. Les fonds de dette s'impliquent-ils dans cet aspect opérationnel, par exemple, accompagner un développement à l'étranger? Je pense que vous avez dit. La réponse est oui, ils peuvent. Enfin, nous, le dernier financement là qu'on a réalisé, c'est avec un fonds de dette qui va aider la société à se développer au Canada, par exemple. Donc oui, ça peut tout à fait. Après, je dirais qu'avec un fonds de dette, vous n'avez pas cette dimension actionnariale, donc vous avez un peu moins d'obligations de part et d'autre. Donc ça va plus dépendre aussi de la volonté de la PME à vouloir se faire aider et de la capacité du fonds à le faire, bien sûr. Mais en général, elle l'a. Et généralement, quand vous vous mettez d'accord avec un fonds de dette, c'est aussi parce que vous voyez les synergies opérationnelles. Donc la réponse est oui, c'est vraiment le même degré d'implication et de plus en plus, puisqu'en fait, c'est aussi ce qui les différencie des fonds de private equity et c'est la dilution. Et donc il faut qu'ils apportent les mêmes avantages et de plus en plus, ils font très attention à ça. Donc oui, vraiment, et là j'en ai encore eu la preuve il y a quelques jours. D'accord. Alors, on a une autre question. Comment qualifie-t-on une société capable de rebond, signifiant donc qu'elle fait face à des difficultés, surtout en ces temps très incertains? Alors oui, c'est une bonne question. La réponse, on l'a pas, puisqu'effectivement, c'est les éléments qui avaient été communiqués par Bruno Le Maire au mois d'octobre. C'était de dire donc je pense que la personne qui pose la question fait référence aux prêts participatifs qui ont été définis par Bercy comme s'adressant aux sociétés ayant un potentiel de rebond. Alors, pour l'instant, on attend des précisions. Moi, je fais partie de plusieurs commissions de financement où on suit ces sujets de prêt pour essayer de voir justement comment ces prêts participatifs s'ils sont mis en place, vont être calibrés. Je pense que l'idée qui était visée là, c'était de dire une société qui, de toutes les manières, même si on met en place un prêt participatif, ne pourra malheureusement pas passer la crise, et ce, même si on l'accompagne sur 2, 3 ou 4 ans, va pas forcément être accompagné par les prêts participatifs. L'idée, c'est qu'il va, comme entre guillemets, il n'y a que 20 milliards d'euros, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Il va falloir faire un tri et donc les sociétés qui ne seront pas jugées capables de rebondir même avec ces aides
seront peut-être pas sélectionnés pour pouvoir avoir accès à ces prêts participatifs, mais je mets beaucoup de peut-être parce qu'à ce jour, on n'a pas plus de précision malheureusement, donc je peux pas vraiment vous répondre de manière précise et j'en suis désolée. D'accord. Alors là, j'ai une question. Votre plateforme peut-elle mettre en relation avec des conseils en haut de bilan? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et alors, on a une autre question. Est-ce que Firm Funding intervient en Afrique et si oui, dans quelle zone et pays précisément? Alors, la structure qui emprunte doit être basée dans l'Union européenne parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'investisseurs. Ça existe, hein, bien sûr, mais nous, on les a pas sur notre plateforme qui investissent directement dans des sociétés basées en Afrique. En revanche, on a eu plusieurs cas, et on en a en ce moment, de sociétés françaises qui se développent en Afrique, alors là, quel que soit le pays, qui ont des projets de développement, qui ont des succursales, qui ont des joint ventures, des accords, etc., avec des pays et des sociétés dans des pays africains. Ça pose pas de problème. On peut financer le développement sur l'Afrique à partir d'une société française ou d'ailleurs membre de l'Union européenne, hein, parce qu'on a aussi financé les sociétés belges, espagnoles, italiennes. Donc ça c'est possible, mais en revanche aller financer directement en Afrique, nous à ce stade en tout cas on ne sait pas faire, on n'a pas la base d'investisseurs pour. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que nous avons des dernières questions, chers interlocuteurs? Vous avez été nombreux à nous suivre, donc un grand merci. Si vous avez encore une toute petite dernière question, je serais ravie de la prendre et la poser à Florence. Sinon, alors j'ai une question sur est-ce qu'on pourrait envoyer la présentation à toutes les personnes qui ont participé au webinaire? On va voir Florence, mais de mon côté, il n'y a pas de problème. donc oui, aucun problème, on vous enverra la présentation. Alors, je suis encore désolée, vous ne verrez pas qui je suis parce que je n'ai pas réussi à remettre la vidéo. Pourtant, j'ai autorisé tous les modules. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, encore désolée, mais bon, en même temps, j'avais pas eu le temps de passer chez le coiffeur, donc c'est pas forcément un mal. En même temps, un grand merci Florence pour ce webinaire. Je pense, j'espère qu'on a démystifié le financement haut de bilan et notamment la dette privée. Donc que ce soit Florence ou moi, donc Marie Bouédec-Ménard, parce que vous ne me voyez pas, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions après ce webinaire. On partagera la présentation. Et évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous si on peut vous aider en quoi que ce soit. Voilà, donc on a été ravis en tous les cas d'animer ce webinaire pour vous. Et merci Florence d'être à nos côtés ce matin. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.